Thriller. That was our Like a Virgin. That was our Justin Bieber moment. You know, that if you're lucky, when you're a kid, every kid plays the guitar in his mirror in his bedroom. And then, you know, they play a broomstick or a tennis racket. And 1 out of 1,000 kid gets to make a record. And then 1 out of that 1,000 gets to make a record like that. Je suis sûr que rien qu'en voyant le titre, vous avez déjà commencé à chanter quelques morceaux du groupe. Bon Jovi, c'est le groupe de rock FM par excellence, un groupe qui va fêter ses 40 ans de carrière en 2024, un groupe qui a vendu plus de 130 millions d'albums dans le monde, ce qui les place dans le top 30 des plus gros vendeurs de musique de tous les temps. Bon Jovi, c'est une usine à tubes. Ils ont écrit parmi les plus belles ballades, les plus beaux hymnes rock qui ont déchaîné et enchanté les foules depuis le milieu des années 80. Enfin, Bon Jovi, c'est des tournées mondiales gigantesques et c'est un attachement à leur son et à leurs valeurs d'origine. Ils ont réussi à passer outre les modes du grunge, du rock alternatif ou de la Britpop. Comme tout groupe de cette envergure, leur histoire est loin d'être simple et c'est pourquoi je vais tout vous raconter sur John, Richie et les autres. Sans plus tarder, je vous emmène dans le New Jersey, c'est parti! Ah, le New Jersey, The Garden State comme on l'appelle, avec ses casinos à Atlantic City, sa proximité avec New York City, Bruce Springsteen, mais aussi sa mafia et plus généralement sa descendance de l'immigration italienne arrivée en masse à la fin du 19e siècle. Oh! How could you say that? C'est dans cet état du nord-est américain que naît John Francis Bon Jovi Jr. en mars 1962 à Perth Amboy précisément. Son père a des racines italiennes, d'où son nom, mais aussi slovaques, alors que sa mère c'est plutôt Allemagne et Russie. Un bien beau mélange pour un bien beau bébé qui grandit en ne montrant pas un grand amour pour l'école et les études. Son truc à lui, c'est la musique. Faut dire que sa mère le pousse dès l'âge de 7 ans à gratter une petite guitare acoustique. En grandissant, John Bon Jovi découvre de nouveaux groupes et de nouveaux sons comme Thin Lizzy, Aerosmith ou Bob Dylan. Sa plus grande influence reste néanmoins le local de l'étape, Bruce Springsteen. Il monte très vite ses propres groupes pour pouvoir composer et jouer ses propres morceaux, et à 17 ans, il tourne déjà dans les clubs du coin, que ce soit avec Stars ou ACE pour Atlantic City Expressway, ou encore John Bon Jovi and the Wild. John veut jouer et se produire au maximum, quitte à foirer ses études. En parallèle, il se fait embaucher par son cousin, Tony Bon Jovi, qui a monté les studios Power Station, des studios qui sont devenus cultes au fil du temps. Bon, c'est sûr, ça aide bien quand on veut bosser dans la musique d'avoir de la famille qui possède un studio à l'acoustique légendaire et qui a bossé entre autres avec Aerosmith ou Ozzy Osbourne. Tony décide donc de prendre son cousin sous son aile. Il le relook, il lui fait prendre des cours de chant et il le fait déménager à Manhattan pour être plus proche du studio. Là, c'est la révélation. Il en est maintenant certain. John Bon Jovi va devenir une rockstar. Parmi son catalogue de reprises et de chansons originales qui s'étoffe chaque jour, le cousin Tony remarque particulièrement un titre dont on écoute un extrait tout de suite. John écrit Runaway en 1982 avec un de ses amis musiciens, George Carac. La chanson raconte l'histoire d'une jeune fille qui reçoit tellement peu d'attention de la part de ses parents qu'elle décide de quitter le domicile familial pour aller vivre dans la rue. Faut savoir que John prenait souvent un de ces bus Greyhound entre le New Jersey et Manhattan que vous avez sans doute vu dans des films, et près de la gare routière de Port Authority, il voyait beaucoup de jeunes SDF qui traînaient par là, et c'est ces gens-là qui lui ont donné l'inspiration pour cette chanson. John était là lui-même au fond du trou. Il savait qu'il avait enregistré un bon morceau, il l'avait envoyé à toutes les maisons de disques possibles et inimaginables, mais personne n'en voulait. Alors désespéré, il se rend un jour dans les locaux d'une toute nouvelle station de radio de Long Island qui vient d'ouvrir, WAPP 103.5 FM. John y bosse juste pour enregistrer des petits jingles de sa voix suave, puis un jour, il décide d'aller voir directement le DJ dans sa cabine et il insiste pour qu'il joue son morceau sur les ondes. Alors le type s'exécute parce que, pourquoi pas, et il la publie également sur la compile des meilleurs groupes locaux, Homeground. Le groupe Bon Jovi n'était pas encore formé au moment d'enregistrer cette chanson, John l'avait donc enregistrée avec des musiciens de studio. Alors pour la promo, il y a un clip qui est mis en boîte, un clip que d'ailleurs John déteste encore à ce jour parce qu'en gros, il représente une vue d'artiste du réalisateur qui est à 1000 lieues du thème de la chanson. Mais peu importe, d'autres radios diffusent alors Runaway, ainsi que quelques autres morceaux écrits par John, et c'est l'effet boule de neige ultra rapide. La chanson cartonne de la côte est à la côte ouest, sur des radios étudiantes comme sur des radios rock locales, voire même nationales. Du coup, comme par hasard, les vautours sont de sortie, les maisons de disques se jettent sur leur proie pour faire signer Bon Jovi, elle qui n'avait même pas écouté sa démo quand il la leur avait envoyée. Après mûre réflexion, John signe le Graal qu'il a tant convoité grâce au producteur Derek Schulman, un contrat avec Mercury Records qui appartient alors à Polygram en juillet 1983. Schulman, c'est vraiment le premier à déceler l'ambition de John, malgré un chant encore approximatif. Il pense que ce qu'il faut pour le groupe, ce sont des bons gros refrains accrocheurs, des hymnes que les foules peuvent reprendre en chœur, comme celui-ci par exemple.
que l'aventure Bon Jovi puisse commencer, il faut maintenant trouver des musiciens solides. Le premier line-up de Bon Jovi restera stable pendant une dizaine d'années environ, et on a donc Richie Sambora à la guitare, Alec John Such à la basse, David Bryan au synthé et Tico Torres à la batterie. Tous ensemble, ils forment donc le groupe Bon Jovi et se produisent déjà beaucoup sur scène. Puis ils profitent de chaque moment de répit pour travailler leurs compos. Ils enregistrent alors leur premier album, sobrement intitulé Bon Jovi, au studio de Power Station. On trouve sur le disque une version réarrangée de Runaway, mais aussi des titres comme Breakout et Roulette. La musique est ici dynamique, rythmée, avec des passages plus tranquilles et mélodiques, comme sur She Don't Know Me. Le succès de ce premier album est tel qu'ils font les premières parties de ZZ Top, Kiss ou des Scorpions. Le disque sort en janvier 84. Et je vous préviens, à partir de là, ça va aller vite. En avril 85, le groupe sort son deuxième album, 7800 degrés Fahrenheit, et l'album montre un son plus mûr avec des paroles qui s'adressent à un public assez jeune. Ça parle d'histoires de flirt et de courses de bagnole. Le succès commercial n'est pas au rendez-vous, mais il permet au groupe de s'embarquer dans une longue tournée internationale avec pas mal de morceaux à montrer au public. Il tourne au Japon, en Europe et aux États-Unis. Puis le groupe pose ses valises à Vancouver, au Canada, pour enregistrer son troisième album, Slippery When Wet, c'est-à-dire glissant quand c'est mouillé. Alors non, c'est pas un clin d'œil aux panneaux qu'on voit sur la route ou sur les sols qui viennent d'être lavés, c'est plutôt une allusion à une soirée bien arrosée au club de striptease où le groupe traînait entre deux sessions d'enregistrement et où les nanas dansaient et se trémoussaient avec de l'eau savonneuse. C'est pas super classe, mais c'est comme ça que les mecs se détendaient entre deux prises. Faut savoir que pour ce troisième album, le groupe a fait appel à un songwriter d'expérience, Desmond Child, qui a bossé entre autres avec Kiss sur I Was Made for Loving You, ou encore Ricky Martin bien plus tard sur Livin' La Vida Loca. Il s'offre aussi les services du producteur Bruce Fairbairn, qui a notamment produit le fameux Get a Grip d'Aerosmith, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Enfin, c'est Bob Rock qui est au mixage. Le Bob Rock qui produira le Black Album de Metallica. Slippery When Wet, c'est l'album de la consécration. Tout y est. Des tubes entraînants, puissants et mélodiques, de véritables hymnes qui peuvent enflammer le public. On a une once de controverse, notamment avec la pochette, car initialement elle devait représenter une brune à forte poitrine en t-shirt jaune, montrant le nom de l'album, mais devant le scandale sexiste à venir et le refus potentiel des magasins de disques de mettre une telle image dans les bacs, le groupe s'est finalement rabattu sur un truc sobre, un sac poubelle avec les mots Slippery When Wet. Au Japon par contre, ils se sont pas gênés et ils ont gardé la pochette originale. Les Nippons sont coquins. Le public ne s'y trompe pas et le succès commercial est énorme. You Give Love a Bad Name et Living on a Prayer atteignent toutes les deux la première place du Billboard Hot 100, ce qui fait de Bon Jovi le premier groupe de glam metal à avoir 2 numéros 1 consécutifs. 4 singles sont extraits de l'album et celui-ci est classé 44e dans le Rock and Roll Hall of Fame qui consacre les 200 meilleurs albums de tous les temps. Faut dire que c'est un véritable raz-de-marée. Il dépasse Bruce Springsteen et son album Born to Run, et la tournée immense qui suit confirme l'engouement du public à travers le monde avec plus de 130 dates programmées au Canada, en Europe, en Asie, etc. C'est vrai que le charisme de John Bon Jovi aide à ramener du monde, car outre sa présence et sa voix qui électrise les foules, il est beau gosse le John, et ça féminise aussi le public. D'autant plus que comme sur la chanson dont on a entendu un extrait, You Give Love a Bad Name, l'amour est un thème assez récurrent dans les paroles de Bon Jovi. Alors ce morceau, il a été écrit par John, Richie Sambora et Desmond Child dans le sous-sol de la maison de Sambora. Le thème est classique, c'est un mec qui trouve que sa copine est une mauvaise influence pour lui, mais l'angle choisi est original et intéressant. En gros, elle salit elle-même le concept d'amour. Au milieu des années 80, John Bon Jovi sortait avec l'actrice Diane Lane et il se dit dans les milieux autorisés que c'est elle qui a inspiré les paroles. Quant au clip, le groupe n'a pas fait la même erreur qu'avec Runaway. Cette fois-ci, ils se sont vendus tout simplement comme des bêtes de scène, montrant leur charisme et leur énergie pendant leurs concerts. Le clip passe en boucle sur MTV et bien plus tard, le morceau sera repris notamment dans pas mal de séries télé, dans le sens où c'est un élément bien marquant de la culture populaire. Do not now. What? She needs to get psyched. Talk about pays en price. Go Jovi. C'est la chanson caractéristique de Bon Jovi et il faut dire qu'elle est sacrément bien foutue. Sur le fond, elle parle au New Jersey ouvrier en racontant l'histoire d'un couple, de Tommy et Gina, qui bossent dur et luttent pour boucler leur fin de mois. Plus généralement, c'est toute la middle class américaine qui s'identifie à ce docker et à cette serveuse de diner qui ont été inspirés par Desmond Child lui-même quand il était encore chauffeur de taxi à New York et que sa copine était elle-même serveuse. John trouvait pas la chanson géniale à la base, mais Richie et Desmond l'ont vite ramené à la raison en lui disant qu'il tenait là un véritable tube. C'est la première
première fois qu'il racontait une histoire avec des personnages et qui parlait pas d'eux et de la vie de rocker directement. Alors au-delà des paroles, c'est la structure et les éléments de la production qui plaisent vraiment au public. On a d'abord une intro avec une seule note au synthé pendant une quinzaine de secondes, puis on a une basse envoûtante, et enfin un Richie Sambora qui intègre un effet de guitare qu'on n'avait pas vu ou entendu dans la musique populaire depuis au moins une dizaine d'années, la talkbox, qui avait été popularisée par Peter Frampton. La talkbox, c'est en fait un ampli à part entière, relié à un tuyau qu'on met dans la bouche, et qu'on peut donc moduler en remuant les lèvres. Le signal de sortie il est alors capté par un micro, comme un micro-chant en fait, et ça donne un son un peu robotique, très distinctif. Alors c'est pas facile à jouer, le tube se casse la gueule quand vous chantez, et si l'ampli est un peu trop fort, ça vous défonce le crâne de l'intérieur. Bref, ça paye pas de mine, mais ça demande pas mal de pratique. Donc tous ces instruments donnent déjà un son bien distinctif au morceau, mais en plus dans sa construction, on a un pré-chorus qui est ultra bien ciselé, qui pourrait suffire en tant que refrain tellement il est mémorable, mais Bon Jovi en rajoute une couche avec un refrain qui est vraiment une invitation au chant, un moyen de lever des foules entières dans des stades. Enfin, on a un solo de guitare qui reprend en partie le riff de basse. Puis après, on a une modulation de 3 demi-tons en fin de morceau, où on passe de mi mineur à sol mineur, c'est-à-dire un changement assez dramatique, qui est amené en fait par une mesure en 3/4, alors que le morceau est en 4/4. Écoutez, on a vraiment l'impression qu'il manque un temps. Et c'est ça qui fait que la fin est encore plus forte, elle est amenée de façon vraiment brutale. Alors à chanter, je vous raconte pas, c'est hyper haut, et John galère aujourd'hui à la chanter comme il le faisait à ses 25 ans. Le morceau a été repris et utilisé des centaines de fois, et son clip, bien qu'assez simple, tournait parfois plusieurs fois par heure sur MTV. Bref, ce morceau c'est la quintessence du groupe comme on l'a dit, et si on croit que le groupe se repose sur ses lauriers après ça, bah c'est mal les connaître. Car parmi les singles de cet album se trouve un de mes morceaux préférés, dont on écoute un petit extrait avant d'en parler. Alors Wanted Dead or Alive, c'est une power ballade qui utilise des éléments du Far West et des cowboys pour raconter la vie solitaire d'un rocker. La vie d'un groupe de rock, c'est un peu la vie d'un groupe de cowboys sans foi ni loi, une bande de jeunes voyous qui volent l'argent, les filles et l'alcool avant que le soleil ne se lève. Entre autres allusions, Six String on My Back parle évidemment de la guitare, et le Steel Horse, c'est le bus qui les emmène de ville en ville, là où le groupe est voulu pour jouer. L'histoire raconte que le groupe galérait pour enregistrer ce morceau en studio. Leur producteur leur suggérait alors de faire une pause, les mecs vont faire la fiesta dans un bon resto, avec du bon vin, sans doute fromage et dessert. Puis quand ils reviennent, ils bouclent le tout en une seule prise. Alors fun fact, c'est ce morceau qui a lancé indirectement la série des Unplugged sur MTV, à la suite de la prestation de John et Richie lors des MTV Video Music Awards en 89. Quant à son clip, il a été réalisé par Wayne Isham, qui a d'ailleurs bossé sur la plupart des premiers clips du groupe. Il est intégralement en noir et blanc parce qu'il n'y avait pas la couleur au Far West. On y voit le groupe jouer sur scène et aussi se déplacer de ville en ville encore et encore, luttant contre la fatigue d'une tournée épuisante. Et avec ces tournées justement, le groupe fait preuve d'un énorme professionnalisme. Les shows sont réglés comme du papier à musique. Les lumières explosent de tous les côtés, et quand John apparaît, grâce à son pouvoir de séduction, c'est l'hystérie collective. En 87, Bon Jovi se produit devant près de 70 000 spectateurs lors du festival Monsters of Rock en Angleterre. Le groupe est au firmament du heavy metal dans le monde, et ils ont bien conscience qu'ils ont maintenant davantage de responsabilités. Ils savent qu'avec leur prochain album, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils font logiquement un nouveau appel à Bruce Fairbairn et retournent à Vancouver pour enregistrer leur 4e album, qu'ils nommeront du nom de l'état qui les a vus naître, le New Jersey. À la base, ils voulaient pondre un double album, mais ils furent découragés assez vite car un double album ça se vend plus cher et ils voulaient pas faire payer leurs fans plus que de raison. Dans les compos de cet album, le groupe se montre un peu plus expérimental avec un duel d'harmonica sur Homebound Train et un solo de guitare flamenco sur Wild is the Wind. Surfant sur le succès de son prédécesseur, l'album se vend à plus de 7 millions d'exemplaires, quand Slippery When Wet avait largement dépassé les 10 millions à ce moment-là. Il y a encore de gros tubes comme I'll Be There For You ou Born To Be My Baby, et il y a surtout celui-ci. Bad Medicine, c'est le premier single de l'album qui rend hommage aux racines du groupe. Pour savoir quel morceau allait finir sur l'album, le groupe a utilisé un système original. Alors à la base, les mecs enregistrent des maquettes pour toutes leurs idées, puis ils les font circuler dans la ville afin de recueillir l'avis des fans. Les morceaux choisis sont alors enregistrés et on répète le sondage pour voir ce qui plaît le plus. Évidemment, ça irait plus vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais ils font avec ce qu'ils peuvent. Bad Medicine, c'est la chanson la plus plébiscitée. Elle raconte une histoire d'amour et la compare à une addiction à la drogue, avec un champ lexical à cheval sur la médecine et l'amour.
Elle est à nouveau composée avec Desmond Child, décidément une usine à tubes ce mec, sans jeu de mots, bien qu'elle parle d'une relation de Richie Sambora, dont il parlera à nouveau sur le morceau I'll Be There For You. Pour le clip aussi, le groupe utilise un procédé original et novateur pour l'époque. Au lieu de faire un bête enregistrement de leur performance live, ils filent une caméra à 250 fans invités à les voir se produire sur scène, et la vidéo finale, c'est un montage de tous ces bouts de film, ce qui donne des angles nouveaux. Et on arrive à y voir tout ce qu'on aime chez Bon Jovi. Les chevelures glam metal, les jeans déchirés, le cuir, les bottes, les solos de guitare et de batterie, les cris, les fans, les filles, les lumières, tout est là. En plus, les 10 meilleurs caméramans ont eu le droit de monter dans le jet du groupe et de vivre une partie de la tournée avec eux, et ça, c'est franchement cool. On sent le profond respect du groupe pour ses fans. À la fin de l'année 88 débute la tournée New Jersey, et elle va durer pas moins de 14 mois. Elle passe aussi par Moscou, où le groupe joue dans le stade Lénine, qui compte 140 000 places. Faut dire que New Jersey, c'est le premier album de rock américain à sortir dans ce qu'on appelait encore l'URSS. Alors la suite, par contre, c'est côté perso que ça se passe. John épouse son amie d'enfance Dorothy Early en 89 à Las Vegas, et ensemble, ils auront 4 enfants. Après le succès des 2 derniers albums et les tournées incessantes, le groupe a bien besoin de repos. Les mecs rentrent donc chez eux, sans vraie vision pour le futur. Richie et John enregistrent chacun un album solo de leur côté, et celui de John, Blaze of Glory, sort en 1990. Enfin, quand je dis album solo, c'est pas tout à fait vrai, vu que la liste des guests est complètement incroyable. Il y a entre autres Jeff Beck, Little Richard, Aldo Nova ou Elton John. Alors l'album parle de rédemption, de courage, et c'est pas étonnant car il a été écrit avec le film Young Guns 2 à l'esprit, un film avec Emilio Estevez, le frère de Charlie Sheen. C'est un western qui raconte l'histoire de Billy the Kid, de la guerre du comté de Lincoln jusqu'à sa mort. L'album rencontre un large succès, et John reçoit un Golden Globe pour ce film. Alors vers la fin 91, le groupe se retrouve pour travailler sur un nouveau projet. Il retourne à Vancouver et bosse à nouveau avec Bob Rock, qui décidément porte bien son nom. Leur 5e album, Keep the Faith, sort en novembre 92, et vous commencez à comprendre, c'est encore un carton bourré de singles mémorables. Pour le groupe, c'est un nouvel épisode qui commence, avec un changement de son et d'image. Plus de maturité, moins de bourrinage de batterie et de solo de guitare qui dégoulinent. Ça se veut plus sobre, plus adulte. John se coupe les cheveux et ça passionne la presse. Faut voir que quand l'album sort, la scène rock a pas mal changé, avec l'arrivée de Nirvana et du rock alternatif. Sur la douzaine de morceaux que compte l'album, 6 vont sortir en single. On a une somptueuse balade avec Bed of Roses. On a aussi Dry County, un morceau de près de 10 minutes qui décrit la désillusion du rêve américain, la pauvreté et la misère. Mais c'est surtout le morceau Keep the Faith qui permet à l'album de s'envoler, particulièrement pour le public européen. La ligne de basse est entraînante et le refrain est parfait pour faire bouger et chanter les foules. Le clip a été tourné à New York City, en couleur et en noir et blanc. Et le groupe ne part pas illico en tournée mondiale cette fois-ci. Au contraire, ils arpentent les petits clubs du New Jersey comme un retour aux sources qui leur fait du bien et qui confirme la maturité du groupe. En 93, Bon Jovi participe au célèbre MTV Unplugged dans un format un peu différent des épisodes traditionnels et il en résulte l'album live Keep the Faith, An Evening with Bon Jovi. Puis devant la demande mondiale des fans de tout pays, le groupe repart finalement en tournée mondiale. Ils remplissent des stades dans 37 pays et se produisent près de 180 fois. Puis en 94, ils célèbrent leurs déjà 10 ans d'existence en sortant l'album Best of Crossroad, et comme ils sont sympas, ils ajoutent 2 titres originaux, dont la sublime ballade, le slow comme on disait à l'époque, Always. Un peu comme le Every Breath You Take de The Police dont on avait parlé ici, Always est une chouette chanson d'amour, très poétique, mais qui devient franchement flippante si on se met à la place de la nana aimée, sachant que John a l'air sacrément accroché ici, comme le montrent les paroles disant qu'en gros, il la lâchera jamais. Le single se vend très bien et devient même le plus vendu du groupe au Royaume-Uni, avec près de 600 000 copies. Et toujours en 94, alors que Bon Jovi remporte le World Music Award du groupe de rock ayant vendu le plus, le bassiste Alec John Such décide de quitter le groupe. C'est la première fois que le groupe connaît un changement de line-up en 10 ans d'existence. Faut dire que John bosse beaucoup et laisse parfois un peu trop de côté sa vie de famille. Il veut être le leader incontesté et il vire même leur manager qui baigne dans un trafic de drogue. Bref, le groupe fait appel à Hugh McDonald qui avait assuré les parties de basse sur Runaway. Le nouveau Bon Jovi sort son 6e album, These Days, en juin 95 et est cette fois-ci produit par Peter Collins. Richie Sambora, qui s'est marié quelques mois auparavant avec l'actrice Heather Locklear, qu'on a vu surtout dans Melrose Place, est particulièrement impliqué dans l'écriture des morceaux.
Le résultat, c'est un album moins hard, mais plus rock, un album plus humain avec des hits imparables, comme This Ain't a Love Song ou These Days. En termes de qualité d'écriture et de son, l'album est tout simplement excellent. Bon Jovi est plus mature et ça se ressent. L'album mérite d'ailleurs plusieurs écoutes afin de bien en saisir toutes les subtilités. La tournée qui suit la sortie de l'album passe notamment à Wembley, à Londres, pour un concert mythique. Le stade est plein à craquer pendant 3 jours de suite, puis à nouveau le groupe fait un break qui cette fois-ci va durer 2 ans. John et Richie profitent tous les deux de cette pause pour sortir chacun un album solo, puis Bon Jovi reprend du service en 1999 et enregistre la chanson Real Life pour le film Ed TV. Une façon intelligente d'occuper le terrain et d'annoncer un retour imminent. Car si John fait un peu de cinéma en attendant, c'est bien du côté des backs qu'il faut se tourner. Bon Jovi sort son 7e album, Crush, au printemps 2000, et c'est le premier album du groupe enregistré à 100% dans le New Jersey. C'est l'album du renouveau avec un nouveau son plus moderne et un nouveau look. Mais il y a toujours la fibre, la patte Bon Jovi. Les fans ne s'y trompent pas, et le groupe s'offre même le luxe de parler aux plus jeunes générations, notamment grâce au méga hit It's My Life. It's my life, it's now or never. Ce morceau, c'est un peu la suite de Living on a Prayer, dans la mesure où les paroles font explicitement référence au couple Tommy et Gina, qui ont tenu bon depuis 1986. On notera l'allusion au My Way de Frank Sinatra, qui était comme eux originaire de New Jersey, dans la phrase « Like Frankie said, I did it my way ». Pour faire écho à Living on a Prayer, Richie Sambora utilise à nouveau une talkbox pour ce son de voix assez étrange. Et puisqu'on en est là, je pense que c'est le bon moment pour un... Instant Matos. Alors cet instant matos, il pourrait être soit très long, soit très court, la faute à ce cher Richie qui est un véritable touche-à-tout et qui possède une collection de matos impressionnante. Je vous préviens, je vais pas pouvoir citer chaque modèle qu'il a utilisé, mais on va quand même essayer de balayer assez large. Côté guitare, le Richie l'a vu passer beaucoup de manches dans ses mains. En électrique, il jongle avec des Gibson Les Paul, des Fender Stratocaster et des Telecaster. Il a aussi une guitare de chez Kramer, la Jersey Star. En acoustique, il a principalement une guitare double manche de chez Ovation, avec un manche 6 cordes et un manche 12 cordes, pour lui donner une palette de sons très confortable. Côté amplification, c'est le même topo, il change régulièrement selon l'humeur et le son qu'il a en tête. On l'a vu jouer sur des amplis Blackstar Artisan ou HT Studio 20, des Marshall JCM 2000 DSL ou JCM 800, ou encore des Fender Bassman ou Super Twin, ainsi que du Vox AC30 ou du Mesabuki Dual Rectifier. Il y a vraiment à boire et à manger, et au niveau du matos, c'est un des guitaristes les plus versatiles que j'ai pu voir. Enfin, côté pédale d'effet, on a de l'overdrive de chez Boss, la SD1, un Fulton Choral Flange, une Dunlop Crybaby, mais aussi une Vox pour les wah, et comme on l'a vu, il est bien fan de Talkbox, que Peter Frampton lui confectionne juste pour lui. Alors si le son de Richie Sambora vous intéresse, je vous ai fait une petite page avec un lien affilié chez Thomann, je vous mets ça dans la description, vous pouvez voir avec quel matos vous pouvez répliquer son son à moindre frais. Côté style, le style de Richie Sambora, c'est un vrai marqueur du rock des années 80 et 90. C'est un grand fan de Clapton, Jimmy Page ou encore Johnny Winter, et son jeu est constamment teinté de blues. Il manie donc la gamme pentatonique avec un grand sens de la mélodie, et il sait parfaitement complimenter les morceaux du groupe avec des phrases bien senties. Son jeu est très expressif, et on peut chanter ses solos exactement de la même manière qu'on peut chanter les refrains des morceaux. Je pense vraiment qu'il a grandement contribué au succès de Bon Jovi, et il aurait tout à fait eu sa place dans ma vidéo sur les guitaristes sous-cotés, dont je vous mets le lien ici. Et non seulement c'est un excellent guitariste, mais c'est aussi un très bon chanteur, comme vous pouvez vous en rendre compte ici. Cette parenthèse terminée, on notera que le groupe sort en mai 2001 son premier album live intitulé One Wild Night, live 1985-2001, qui est une collection de morceaux de leurs divers concerts aux 4 coins de la planète. Retour en studio après les attentats du 11 septembre. Le groupe bosse sur son 8e album, qui sortira en septembre 2002 et qui se nomme Bounce. Bounce, c'est pour le groupe une manière de montrer comment rebondir, ou du moins tenter de rebondir, après une telle tragédie. Le single Everyday insiste sur la nécessité de chérir le temps, car c'est la chose la plus précieuse que chacun a, et il faut donc vivre sa vie au maximum à chaque instant. Pourtant, l'album se veut résolument optimiste, comme le groupe l'a toujours été jusqu'à présent. En 2003, Bon Jovi retravaille 12 morceaux et propose des versions réenregistrées sur l'album This Left Feels Right. Puis l'année suivante, ils sortent un coffret de 4 CD et un DVD, 100 Millions Bon Jovi Fans Can't Be Wrong, un hommage à Elvis Presley, qui contient des inédits et des versions introuvables ailleurs de certains morceaux.
En 2005, ils bossent sur leur 9e album, Have a Nice Day, dont on vient d'entendre le single principal. Le succès est toujours là, l'album est numéro 1 dans 15 pays, malgré le fait qu'il parle surtout des changements politiques dans le pays, notamment de la réélection de George W. Bush en 2004. Bon Jovi avait alors fait campagne pour son opposant, John Kerry, et malgré sa déception et la défaite, il voulait tout faire pour que les opposants à Bush continuent le combat. Comme à chaque fois, la tournée qui s'ensuit est un succès colossal. Les superlatifs manquent pour désigner la grandeur du truc, mais vraiment, les mecs remplissent des stades entiers à travers le monde et la tournée génère des revenus complètement dingues, près de 200 millions de dollars. C'est la 3e plus grosse tournée de tous les temps, après les Rolling Stones et Madonna. Puis pour leur 10e album, Lost Highway, Bon Jovi se montre très influencé par Nashville, avec pas mal de couleurs country. Ils assurent la promo du disque dans l'émission American Idol, et à nouveau dans un MTV Unplugged. Ils sont les premiers à jouer au tout nouveau O2 Arena à Londres, et les 23 000 places se vendent en moins de 30 minutes. L'album suivant se nomme The Circle et sort en 2009. Le groupe fait un retour au rock vraiment qui les a rendus célèbres. Puis en 2012, c'est l'album What About Now qui sort et comme d'habitude se classe numéro 1 aux États-Unis, au Canada, dans quelques pays d'Europe, etc. Le succès leur colle à la peau, bien qu'avec les nouvelles habitudes d'écoute des fans, les ventes d'albums déclinent forcément. Puis en avril 2013, Richie Sambora décide de quitter l'aventure Bon Jovi, officiellement pour des raisons personnelles. Il est remplacé par le guitariste de studio Phil X et le Bon Jovi Nouvelle Mouture sort son premier album sans Richie donc en novembre 2016. This House is Not for Sale. Une très belle pochette montre la maison Bon Jovi bien ancrée dans le rock américain, et même si les critiques sont un peu plus sévères avec ce disque, l'esprit du groupe est toujours là, bien vivant et bien vivace. C'est rock, c'est mélodique, et le public répond toujours présent. Enfin, Bon Jovi avait prévu de sortir son 15e album studio en mai 2020, mais à cause de la pandémie dont vous avez peut-être entendu parler, celui-ci a été repoussé. John Bon Jovi, très impliqué durant le Covid, a écrit une chanson pendant le confinement, Do What You Can, en collaboration avec des milliers de fans qui lui donnaient la réplique. Puis en juin 2022, on a appris la mort du bassiste fondateur du groupe, Alec John Such, à 70 ans. Heureusement, les autres se portent bien et on espère que Bon Jovi sera à la fois capable de nous surprendre avec de nouvelles inspirations et de nouvelles sonorités, et à la fois de nous faire chanter avec des mélodies implacables, de celles dont on se demande pourquoi on ne les a pas trouvées soi-même. Car Bon Jovi, c'est un groupe résolument mythique, qui va bientôt fêter ses 40 ans d'existence. 40 ans de tubes, ça je vous garantis que c'était pas facile de faire une sélection pour cette vidéo, et 40 ans de frasques rock'n'roll maîtrisées, malgré le phénomène qu'ils représentent et l'inspiration qu'ils ont insufflé à un nombre incalculable de musiciens à travers le monde. Certes, on se moquait souvent de Bon Jovi en disant de façon assez misogyne que c'était du hard rock pour filles, mais il y avait sans doute là un peu de jalousie pour la beauté plastique de John Bon Jovi et aussi pour sa voix perçante, juste et qui frappe là où il faut. Le fait que le groupe soit tellement entré dans la culture populaire qu'il ait adouci l'image du rocker fou et sans limite des années 80, c'était un excellent message pour que la musique continue de se transmettre de génération en génération. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce long épisode, merci de mettre un like, abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, et si le cœur vous en dit messieurs dames, j'ai ouvert un Tipeee sur lequel vous pouvez m'aider, parce que croyez-moi, ça prend du temps de faire ces chouettes vidéos. Merci à tous pour votre soutien, et à la prochaine vidéo, je vous garantis que ça va être fou. Salut!